Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir de thème à vous présenter. Et puis bon, voilà, je fais ça pour partager principalement, comme je disais précédemment. Donc merci encore une fois pour les différents messages que j'ai reçus. Et effectivement, j'ai constaté que il y a maintenant j'ai plus de 120 abonnés. Alors, je trouve ça exceptionnel vu ma chaîne et la taille de celle-ci. Donc merci à tous et à toutes éventuellement s'il y en a aussi de vous être abonné et aussi d'avoir pu regarder. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent en entier toutes mes vidéos qui font toujours 30-40 minutes, mais merci quand même à tous et à toutes. Voilà. Donc là, je vais vous présenter, en fait, ça fait un petit moment que je voulais me reprendre un nouveau multimètre pour mes déplacements que je fais en fait à l'extérieur de chez moi, que toujours pratique d'en avoir un qui soit correct. Donc là, j'ai fini par me commander le nouveau Brailleman là, sur lequel je lorgnais depuis un petit moment, que je vais vous présenter. Et en l'occurrence, là, j'ai pris la version donc, du forum vraiment que j'apprécie beaucoup, qui est donc EEVblog, dont je parle assez régulièrement sur ma chaîne. Et du coup, j'ai pris la version de Dave, hein, qui est donc le grand chef du forum. Et il y a peut-être une raison principale, et je ne sais même pas peut-être, la raison principale, c'est qu'en fait j'ai vraiment beaucoup progressé au niveau électronique grâce au forum et grâce aux différentes personnes qui sont dessus. Et j'ai toujours dit que ce forum-là était vraiment constitué de pointures en électronique. Et l'intégralité du matériel que je présente de temps en temps ou que j'utilise moi maintenant depuis que je suis inscrit sur le forum, émane en fait des différents conseils que moi j'ai eu du forum, hein. Donc voilà, après moi je suis vraiment très attaché à cette marque-là, donc j'aime beaucoup Keysight, hein, comme j'expliquais dans ma vidéo donc 18, que je vous recommande de regarder parce que cette vidéo-là va être vraiment une suite de la 18. Je suis pas trop Fluke, c'est pas que voilà, j'aime pas leurs produits et autres, mais je trouve que le rapport qualité-fonctionnalité, on va dire, il est un peu absent quoi. Donc voilà, donc je vais présenter justement, parce que j'ai quand même un flux chez moi, enfin j'en ai même deux, j'ai oublié de le présenter, mais j'ai un petit crayon Volt Alert, voilà, celui-là, là, qui était tombé en panne, et encore une fois, c'est sur le forum EVblog où il y avait le problème, panne classique, les piles qui coulent, et en fait, il y avait quelques dégâts internes, et donc il y a directement Dave qui avait fait une vidéo dessus pour expliquer ce qu'il fallait rectifier dessus. Voilà, donc là, le Brailleman, donc je vous avais présenté justement dans la vidéo 18 que je possédais précédemment le BM 257. Et ben en fait celui-là c'est le BM version, on va dire, c'est toujours le 257, hein, mais c'est la version 2. Donc en fait ils l'ont appelé BM2 257. Et à la base, celui-là on le trouve parce que je l'ai fait acheter à un très bon copain à moi qui est mécano et qui me demande, pareil, il me demande très souvent dès qu'il y a de l'électronique ou de l'informatique, c'est toujours vers moi qui revient. Et il me demandait pour un conseil de multimètre. Donc je lui ai dit, c'est pas la peine d'aller prendre du Keysight ou du Fluke parce que les tarifs ils sont vraiment devenus insensés à ce niveau-là. Et je lui ai dit, bah là écoute, il y a le nouveau modèle qui est sorti, donc je te le conseille. Et en fait, il est devenu fan. Donc il l'a reçu maintenant il y a peut-être un mois et demi. Et c'est devenu un grand fan de ce modèle et du multimètre, de la rapidité, etc. Enfin voilà, il a trouvé vraiment un confort d'utilisation qu'il n'avait pas encore rencontré avec son précédent multimètre qui est un espèce de truc no name. Voilà, je ne sais même plus la marque. Enfin bref, voilà. Donc là, moi j'ai voulu, donc j'ai repris le même, mais j'ai voulu prendre du coup la version EVblog, donc EEVblog. Donc voilà le packaging qui a fait tout le trajet d'Australie, donc Sydney, après je sais plus par où il est passé, et il a fini par atterrir au bout d'un peu plus d'une semaine chez moi. Voilà, donc là j'avais commencé quand même à le déballer pour vérifier deux trois trucs. Tac, voilà, donc carton complètement neutre. On aime beaucoup les petits pics que Dave lance sur un peu partout, que ce soit sur ses vidéos ou autres. No bullshit packaging. Ouais, mais effectivement, il n'y a pas grand chose. Il y a la notice, donc il n'y a pas la notice en papier, donc il le précise bien sur son store. C'est pas dérangeant hein, pour les gens qui font l'électronique en général, les multimètres.
Normalement, on s'en sort. Alors pour info, je vais faire une petite parenthèse sur les manuels, parce que je l'ai quand même lu, hein. Moi, j'aime bien lire les manuels. D'ailleurs, je lis toujours, et ça me fait rigoler les copains. Je lis toujours les manuels des appareils avant que je les achète. Parce que moi, je sais ce que l'appareil est capable de faire. Et si ça ne me convient pas, bah, je change et je regarde un autre modèle jusqu'à ce que je trouve les caractéristiques que je cherche. Donc pour la petite parenthèse, au niveau du manuel, celui-là, donc le BM 2257, hein, donc on va l'appeler BM2 257 réellement, il fait une vingtaine de pages. Le Fluke qui est en concurrence directe, c'est pour ça que j'ai mis mon petit Keysight à côté, c'est le Fluke 117. On va dire c'est le gros modèle, exactement même gabarit, même visuel, mais en jaune. Il fait à peu près une vingtaine de pages aussi. Le Keysight, pour info, il a tellement de fonctions, en fait il fait plus de 100 pages, hein. Je crois qu'il fait 120 ou 130 pages. Je vous montre, enfin je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Mais voilà, donc, et quand je vous parle des pages, c'est uniquement la partie en anglais, hein. Je compte pas, moi je regarde pas le français ou autre. C'est vraiment uniquement full anglais, et puis bah, le flux que je n'aurai jamais, parce qu'il ne m'intéresse pas plus que ça, le 117, bah pareil, full anglais aussi pour une vingtaine de pages. Hop, donc au niveau de l'intérieur, alors ce que j'ai déjà en fait en vérifiant vite fait, le bleu là, alors moi je suis un grand fan de bleu, donc là quand j'ai vu le bleu, je dis ah, il est beau celui-là. Voilà, parce que d'habitude Brayman, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rouge, la marque, enfin le modèle officiel est rouge. Donc voilà, donc à l'intérieur effectivement, no bullshit. Donc il n'y a pas plus d'éléments que le multimètre, les deux piles. Donc Toshiba, alors les piles je suis jamais très fan maintenant parce que je préfère mettre des Eneloop dans les multimètres vu qu'ils coûtent cher. Et bon, on va dire que comme c'était fourni d'origine, on va dire que celles-là elles vont pas couler et que du coup j'aurai pas de dommages à l'intérieur des multimètres. Mais il faut savoir que là j'ai 4 Eneloop, je l'avais montré. Et puis alors dans celui-là, bah, alors, je me suis empressé d'en mettre 4 parce qu'en plus celui-là maintenant Keysight ils ont arrêté le modèle alors que pour moi c'est le meilleur multimètre qui soit. Bon c'est un avis personnel mais c'est le meilleur multimètre que vraiment, voilà, enfin, pour ma part que j'estime être le meilleur tout confondu. Donc voilà, au niveau donc, des piles, dans les accessoires, normalement, ils précisent que c'est les fameuses pinces Brayman que je connais déjà pour les avoir vues auparavant. Bon, bah, la sonde K, voilà, avec le plus-moins, donc rien d'exceptionnel, hein. Un thermocouple comme ça, le principe est assez simple, hein. On trouve ça aussi dans les fers à souder, etc. Et que en fait la température génère une tension, mais c'est des millivolts, hein. Vraiment c'est 1-2 millivolts. Et en fait la mesure se fait au plus-moins en continu du coup. Et après le multimètre retraduit ça en fait en température. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement rapide des sondes K. Bon bah ici c'est les petits bouchons pour s'isoler un peu plus quand on mesure par exemple exemple les borniers qu'il y a sur un tableau électrique par exemple pour se mettre sur la visserie pour vérifier si un disjoncteur est alimenté ou autre, hein, pour éviter de riper et puis d'aller toucher les deux pointes. Et ce qui est bien dans ces pointes là, c'est qu'il y a le système en fait de visserie. Voilà, donc on peut en fait dévisser le, le petit embout pour les rendre compatibles en format banane et puis récupérer la pointe. Et après, donc on a la pointe, on peut réemmancher ce petit truc là et on a juste du coup la petite pointe qui dépasse justement la partie utile pour mesurer des bananes, hein, qui permet justement de rentrer. Ouais, mais ils sont neufs là, hein, vache. Ah, voilà. Donc pour les rentrer dans les fiches bananes. Donc ça, bon, en général, moi je l'utilise pas. D'ailleurs, je vais regarder un truc. Non. Ça, c'est des Prom Master. Donc j'ai aussi le pas de vis. Bon, non, là, c'est pas du tout les mêmes. Oh, non, c'est pas du tout les mêmes pas de vis, hein. Là, ils ont mis des gros pas de vis. Donc là, bah, ce que je vais faire, de toute façon, c'est que pour l'instant, je vais les enlever. Parce que, non, je vais les laisser pour l'instant. Je vais voir comment je vais gérer les tests par la suite. Donc, on va regarder un petit peu plus près le multimètre.
Voilà. Donc bon bah là on reconnaît bien du Brymen avec le plastique qui leur est vraiment propre, hein. Donc plastique, il est relativement brillant par rapport à mon petit Brymen que j'ai. Et par rapport au Keysight qui dispose a priori du même type de matériau, le Keysight est beaucoup plus mat, hein. Voilà, donc au niveau du sélecteur, bon il est neuf, donc il est un peu raide à tourner, mais pas de problème, il clique bien, on va dire, il répond bien. Et au niveau de l'écran, alors moi j'aime bien garder les protections, donc ce que je vais faire, ce que je fais d'habitude, c'est que je vais essayer. Bon, là c'est pas mal. Voilà, bon ça gêne pas. Et la protection est posée. Bon, posée, on va dire qu'elle est présente. Voilà, donc bah, maintenant je vais l'ouvrir pour mettre les piles. Donc pareil, il y a une petite différence. Chez Brymen, ça je l'ai toujours vu, mais la coque intègre le pied. Voilà. Alors que par exemple là, le pied il est vraiment, c'est vraiment le capot batterie. Et donc la coque elle est à part. Bon, celui-là il est complètement à part parce qu'en fait la coque est complètement intégrée dans le truc, donc on peut pas enlever la coque sur celui-là. Au niveau de l'arrière, bah, forcément c'est le même plastique hyper brillant, je suis assez étonné quand même. Bon, il est très léger là sans sa coque et sans les piles aussi. Donc maintenant les multimètres, on va dire modernes, ils ont tous des piles standards, hein. Il y a les piles de 9 volts maintenant, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Bon, c'est pas plus mal, parce que bon, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir ça sous la main, et puis en plus pour les piles rechargeables c'est beaucoup mieux, hein. Voilà, donc l'intérieur rien. Alors je vérifie aussi, parce qu'il y a un gars sur le forum qui disait qu'il avait du jeu, sur le forum, oui je crois que oui c'est ça, sur le forum, ouais, il a dit qu'il avait du jeu au niveau du boîtier de batterie. Moi j'en ai pas, bon là il y en a forcément parce qu'il est pas vissé, mais j'en ai pas vu quand je l'ai démonté. Donc, je pense que lui il a un problème sur son modèle. Donc au niveau de l'intérieur, donc j'ai expliqué, voilà, faut que je retrouve mon petit, voilà ça. Donc il y a des gros fusibles là qui coûtent cher, voilà, ces fusibles en céramique qui sont donnés pour 1000 volts ici et puis ici. Bah forcément on voit pas bien ce qui est sur le côté, et ici voilà. Donc ça c'est des fusibles, voilà, qui, je sais plus, c'est une dizaine, une quinzaine d'euros pièce, hein, ces fusibles là, donc bah, il faut faire attention. Bon, puisque j'y suis, je vais aussi ouvrir la deuxième partie. Donc on va voir un peu comment c'est à l'intérieur. Donc c'est ce que je vais expliquer aussi dans mon autre vidéo, la 18, hein. Donc par rapport au multimètre, hein, à pas cher, là c'est vraiment l'étage d'entrée qui est vraiment hyper important. Donc celui qui sécurise l'utilisateur, mais aussi le multimètre à l'intérieur. Et c'est cette partie-là qui est très souvent absente, hein, ou systématiquement absente, hein, des multimètres chinois. Donc, comme je disais, et comme je dis toujours, on ne peut pas tout avoir, hein. Il y a une vis là qui est embêtante. Voilà. Bon bah du coup ils démontent super bien, il n'y a pas de problème. Alors c'est une très bonne chose qu'ils ont fait, donc c'est contact sur ressort pour le pack de batterie. Donc ça, voilà, ça permet de le démonter, il n'y a pas de fil entre les deux parties. Et ça évite aussi d'avoir, donc pour revenir à la vidéo numéro 18, le pack de batterie qui reste en fait ici avec deux fils qui sont soudés sur la platine. Donc là bah, on voit beaucoup mieux comment c'est fait. Bon, je ne vais pas démonter cette carte là, je l'ai imprimée pour vous le montrer, parce qu'en fait il y a des fils qui sont soudés ici. Donc je ne vais pas m'amuser à dessouder ça, il est tout neuf. Et puis bon, c'est pas le but, sachant que Dave il avait déjà fait les photos en haute résolution sur son site. Donc j'ai tout bêtement récupéré ces photos. Et alors, voilà, l'étage d'entrée, un vrai étage d'entrée de vrai multimètre. Alors, du coup, je l'ai imprimé un peu grand, mais c'est pas grave. Et j'ai changé, alors, normalement le Brymen, j'ai récupéré le logo sur
sur le site de Brailleman, donc il est rouge, hein. Bon, j'ai récupéré la couleur bleue là et je l'ai recolorisé en bleu, histoire de montrer un peu le côté blog. Voilà, donc là il y a vraiment énormément de composants. Donc on voit donc les 4 borniers ici. Donc il y a les PTC ici, il y a les MOV, enfin MOV ou varistance en français, et des résistances de puissance là et puis là. Et comme il y a un mode basse impédance ici, comme j'ai sur mes deux autres, c'est aussi une des raisons maintenant pourquoi j'ai pris ce modèle là. Et ben je sais pas quel réseau de résistance est utilisé en basse impédance, peut-être ces deux-là. Je sais pas. Non, là c'est 5 mégaohms a priori, donc ça serait plutôt celle-là. Enfin bref, je ne sais pas exactement. Et puis il y a forcément une PTC qui est derrière. Mais encore une fois, il a fait tout le travail sur son forum et sur ses vidéos YouTube. Donc je n'ai pas forcément besoin de tout rentrer dans les détails. Mais voilà, donc là on a vraiment un vrai étage complet de protection qu'on devrait retrouver dans tous les multimètres normaux. Celui-là par exemple, celui-là, et qu'on n'a pas. Par exemple, pour vous présenter, donc j'ai imprimé, parce que celui-là je l'ai filé à un très bon copain à moi, c'était mon ancien multimètre, un Aneg AN8008, qui est un super multimètre, hein, avec lequel j'ai vraiment fait beaucoup de choses. En l'occurrence, moi il était très fortement modifié, donc pour certains peut-être qui ont regardé aussi mes vidéos et qui ont programmé des mémoires, en fait c'est mon fameux CH341. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le CH341. Là, il y a un copain qui a voulu s'en acheter un. Et en fait, les deux condos qu'il y a ici, là, qui sont en fait les condos, alors voilà, là c'est mieux sur la photo. Je vais rapprocher. Alors c'est marrant de filmer une photo que j'ai imprimée. Voilà, donc là il y a le quartz qu'on voit pas très bien. Je crois c'est un 16 mégas, je crois. Et là, il y a les deux condos donc, qui gèrent, en fait, classique, hein, les deux pattes du quartz, et ces deux condos-là donc, qui sont ensuite tirés à la masse, et puis les deux autres pattes qui sont reliées à chacune des pattes du quartz. Et ben, il y a un sacré lot de CH341 qui sont en défaut. D'ailleurs, il y a plein de photos sur Internet, et les gens, ils savent pas que c'est ça le problème. C'est que je pense que les Chinois, ils ont merdé, et il y a un des deux condos à chaque fois qui est remplacé par une résistance de 0 ohm. Ce qui fait que le petit CH341, donc c'est le nom du composant qui est là en fait, ne fonctionne pas. Donc voilà, donc le copain là qui a eu le problème, il en a commandé un, il en a recommandé un deuxième, les deux ont le problème. Et sur les photos de certaines autres personnes justement qui ont signalé que ça marchait pas et qui ont fait des photos, et ben on voit effectivement la fameuse résistance de 0 ohm à la place du 20 picofarad, hein, qui est censé être là, enfin 2 fois 20 pico. Donc voilà, donc faites attention si vous achetez un CH341 ces derniers temps. Moi, je l'ai posté nulle part et j'ai l'impression que personne n'a fait attention à ce détail, hein, mais je vous le donne dans la vidéo en info. Donc si vous le recevez, vérifiez directement si vous avez bien tous les condos aux bons endroits et pas de résistance de shunt à la place, hein, qui forcément fait foirer le fonctionnement de la platine. Voilà, et puis pourquoi il était modifié celui-là? Tout simplement, encore une fois, sur le forum, en fait, on l'avait complètement, comment on dit, analysé. Le rétro-engineering dessus a été fait quasiment au complet sur le forum, avec la référence de la puce qui était derrière. Et là, en fait, on ne voit pas sur la photo, mais c'est une mémoire flash c'est la mémoire flash, c'est pas une, c'est la mémoire flash qui contient d'une part le calibrage, donc que j'avais corrigé du coup, donc maintenant il était parfaitement calibré le mien à la fin. Et aussi, c'est la mémoire flash qui contient en fait toutes ces fonctionnalités ici. Donc on peut changer en fait l'ordre qu'il y a sur chaque sélecteur ici. Par exemple, on peut inverser quand on le démarre, il démarre sur volt continu, mais on peut lui faire démarrer sur volt alternatif par exemple. Et voilà pour ça, pour chacune des fonctions où il y a des multiples fonctions dessus, sauf du coup le NCV évidemment. Et en plus, il y avait énormément de fonctionnalités pour le débrider, et notamment, par exemple, on pouvait, moi je l'avais fait sur le mien, j'avais désactivé complètement le timeout du backlight. Donc en fait, le mien il s'éteignait plus, il fallait que je rappuie sur le bouton pour l'éteindre.
et le rallumer, parce que c'est vrai que d'origine c'était 15 secondes, donc on l'allume et au bout de 15 secondes l'écran il s'éteint, enfin l'écran, le rétroéclairage il s'éteint, donc c'est pas du tout pratique quand on travaille un petit peu dans la pénombre. Pareil pour la mise en veille auto, moi je l'avais complètement désactivé parce que je l'utilisais pas. Donc, enfin, bref, on peut vraiment tout changer, on peut aussi changer la résolution. Donc sur celui-là, c'était déjà du 10 000 points, comme on peut voir, parce que ça va de 0 à 9999. Mais pour celui-là, bon, c'est vrai que celui-là, je ne vous l'ai pas présenté. Celui-là, en fait, qui contient exactement la même puce, c'est exactement la même architecture d'ailleurs dedans. Donc ça, c'est un Unity UT210E qui est archi connu aussi sur le forum, parce que je l'avais acheté aussi, entre autres, grâce à ça. Et bah celui-là, c'est un vendu pour un 2000 points. Voilà, donc 0 à 1999, voilà. Sauf que comme c'est la même puce que celui-là, bah en fait tous les gens du forum l'ont débridé à 10 000 points, y compris moi. Donc maintenant il va de 0 à 9999, comme celui-là. Et puis là c'est pareil, au démarrage lui il fonctionne en alternative, donc moi j'ai démarré en continu, d'ailleurs on peut le montrer, hein. Voilà, donc là il démarre en continu. Là il démarrait en ohm, mais en fait je l'ai fait démarrer en bip. Donc là il démarre en bip. Et là, tout est débridé, donc maintenant il va jusqu'à 1000 ampères, etc. Bon, après 1000 ampères, quand on voit la taille de l'ouverture, c'est un peu difficile à choper des câbles. Et puis j'en ai pas l'utilité, évidemment. Mais voilà, tout est débridé sur celui-là. Et puis pareil pour les time-out de mise en veille et de rétroéclairage. Enfin, bref, la puce, cette puce-là, elle est particulièrement bien connue du forum au niveau des modifications. Voilà. Donc la petite parenthèse que je voulais faire. Et puis j'en profite aussi, encore une fois sur la photo, alors, on peut marquer les néloupes, hein, moi ça passe partout ça. On voit que les fusibles, hein, ils sont rikiki, parce que là c'est bon, c'est une pile identique, mais zoomée, parce que l'imprimante, j'ai pas fait attention, mais il me l'a sorti en super grand, donc on voit que le fusible, enfin, les deux fusibles, ils sont rikiki, et en plus ils sont donnés pour 250 volts. Donc logiquement, on n'est pas censé mesurer au-dessus de 250 volts, hein, parce que ça passe dans le fusible. Donc là où on a 1000 volts ici, voilà. Et après, bah, les étages de sécurité, en fait, à part peut-être la petite PTC qui est là, il n'y en a pas en fait, hein. Donc c'est vraiment absent en fait, hein. Donc c'est pour ça que sur ma vidéo 18, j'expliquais par exemple que j'étais en ohm ou en diode. En diode, bah, j'ai fait les deux modes d'ailleurs. Et en diode, donc c'est le multimètre qui envoie 3 volts, bah, là, en général la tension de la pile, mais en 3 volts 2, 3 volts 3, pour récupérer la tension de seuil de la diode qu'on mesure, hein. Si c'est une diode standard, ça va être 0,5, 0,6. Une Scotty, ça va être 0,2. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça va être 0,2, 0,3. Et une LED blanche, par exemple, ça va plutôt être 2 volts 5. Donc c'est bien le multimètre qui est le générateur et qui sort le voltage. Et j'avais fait exprès de renvoyer 24 volts dans l'autre sens de mon alim de labo. Et ça n'a rien fait du tout au multimètre, parce qu'en fait il a son étage de protection qui fait le boulot là. Alors que celui-là, je le ferai jamais ce test-là, parce que là, lui, il sort 3 volts, 2 volts 8, voilà, pour les piles. Et par contre, si on lui rentre 24, je ne sais pas ce que ça va lui faire, mais je pense que ça va pour lui faire du bien. Donc voilà, c'est toute cette partie-là qui n'existe pas sur les multimètres chinois. Voilà, donc je reviens à notre petit Brailleman. Et là, il y a un truc que je vais directement vérifier, parce que moi j'ai les oreilles assez sensibles, donc je vais vérifier le bip. Donc je vais pas le revisser pour l'instant. Alors c'est bien parce que les vis elles se barrent pas, elles sont bloquées dans le plastique, justement. Là il y a un rond inconnu, je sais pas pourquoi il y a un rond. Ça c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc les ressorts, ils tapent dans les deux dorures qui sont là et là. Et le bip il est là, hein. Ça c'était assez visible. D'ailleurs il y a marqué hein, SP1, c'est speaker. Speaker 1, voilà. Bon, allez, c'est parti. Je le pose comme ça. C'est bon, il démarre. Bon, là, il est en mode...
Voilà, donc celui-là, alors les Braillemen, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils... Oula, il détecte, je vais changer de mode avant qu'il m'embête. Ils gardent en fait la mémoire sur les sélecteurs avec multiposition comme ça. Par exemple, là, il y a 4 sélections possibles. Ouais. Là, il y en a 3. Bon, là, on y reviendra, mais il y en a... Bah, c'est des ampères et des micro-ampères, quoi, on va dire. Et là, il y en a 3 aussi sur celui-là. Donc en fait, par exemple, là, je le mets sur VFD, je l'éteins, je le rallume, il démarre sur VFD. Maintenant, je le mets, bon, pas celui-là, ce qui va m'énerver, je vais le mettre en volté alternatif, qui est sa fonction de base, puisque c'est la partie grande, là. Je l'éteins, je le rallume. Voilà, il revient bien sur alternatif. Et ça, en fait, c'est stocké en RAM, hein. Ce n'est pas en mémoire flash, en RAM. C'est pour ça que si j'enlève les piles, donc, ou si je le déboîte, du coup, c'est plus facile. Voilà, et normalement, bon, je sais pas s'il est déchargé, je vais le rallumer pour être sûr. Ouais, c'est bon. Ah ouais, donc s'il garde ça, donc c'est pas en RAM. Je pensais que c'était en RAM sur les anciens, j'ai peut-être mauvais souvenir. Donc il a bien redémarré en VFD. Donc il garde ça dans sa puce qui doit être sous l'écran à mon avis, parce qu'on voit pas de gros pavés de ce côté-là. Donc il doit être de l'autre côté sous l'écran comme souvent. Ça permet d'avoir des fils moins longs au niveau des pistes pour le LCD. Donc voilà, donc le bip est beaucoup trop fort, donc bah, je vais mettre du scotch. Donc ça, je m'y attendais. Alors dans ceux-là, je vais vous montrer, mais dans ceux-là, on peut changer en fait la fréquence des bips. Alors je l'ai mis un peu plus aigu et je le trouve moins agressif du coup pour moi en tout cas. Bon, un bon gros scotch. Là, c'est un scotch. Alors ça, j'aime beaucoup ce scotch-là. C'est l'officiel Gorilla qui est vraiment super solide et super collant. Et la sortie du son est sur le côté, sur ces bips là, alors c'est un peu embêtant. On va essayer voilà, de tourner autour. En faisant gaffe, là c'est le transistor, enfin vu comme il est proche, ça doit être forcément le transistor qui commande le bip. Donc après là, il y aura une deuxième solution, parce que j'ai l'impression que le schéma est assez simple ici. C'est qu'il y a la résistance ici, et à mon avis c'est la résistance qui doit limiter le courant dans le petit buzzer qui est là. Donc pour faire un peu plus propre, je pense que en changeant cette valeur là, ça serait mieux. Mais bon là, c'est un peu la flemme d'aller dessouder, ressouder un autre composant. Donc je vais faire une méthode un peu plus brute, mais qui est normalement fonctionnelle. Donc je reteste. Alors là, il y a un connecteur qui déborde et qui n'est pas utilisé. Donc je ne sais pas à quoi il sert du coup. Et là aussi, ça c'est peut-être le JTAG, c'est peut-être pour la programmation ici. Ah oui, ça change tout là. Alors je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais le son est largement atténué. Et ben moi ça me va très bien comme ça. Donc je ne vais pas aller plus loin dans les modifications. Et ben je vais le remonter. Je vais vous impeccable avec le scotch comme souvent. Ouais. Donc sinon ouais c'est très propre au niveau de la construction. Il n'y a pas de. Enfin, moi j'ai pas grand chose à dire. Et puis bon pour l'avoir vu déjà démonté sur la vidéo et sur le forum, voilà, j'avais vraiment rien à reprocher au niveau conception. De toute façon, ça c'est du fiable, hein. Braillemen, voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, du fiable et aucun problème de jeu. Là, c'est impeccable. Hop, voilà. Ah, et puis le bleu, moi, vraiment, je le trouve chouette sur cette couleur-là. Voilà, donc bon, maintenant, on va passer un peu, alors ça va encore être une longue vidéo, oui, beaucoup. On va passer au test de fonctionnement. Bon, je vais utiliser
Ouais, ouais, je vais utiliser les pointes d'origine. Alors, à savoir, c'est du silicone. Donc ça se sent tout de suite. De toute façon, maintenant, j'ai plus que ça. Je suis devenu un adepte, hein. Donc là, les Prom Master, c'est forcément du silicone. Et là, c'est les BTC, donc Brymen Technologies. Voilà. Elles sont pas très chères, celles-là, quand on les achète à part. C'est une quinzaine d'euros, je crois. Et elles sont super bonne qualité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que direct, je vais tester en mode bip. Voilà, et puis on va faire ça. Bon, bah déjà il est rapide, et puis je vais voir s'il tombe bien à 0 avant de rentrer plus dans les détails. 0, ouais, c'est bon, on est bien à que des zéros. Alors il est vachement rapide au niveau du changement de virgule, ça c'est assez fou. Celui-là il est déjà super rapide aussi, donc pareil, double zéro, pas de souci. Le bar graphe, ah oui, bon bah là c'est pas très intéressant. Donc là, première vérif que je fais, je vais peut-être avant parler des menus. Ouais, comme d'habitude, mes vidéos, je les fais au fur et à mesure, hein. J'ai toujours aucun script ou autre, hein. Je fais au fur et à mesure du déroulement de ce que vous avez aussi devant vous. Donc au niveau des menus, alors les bons multimètres en général ont des petits menus cachés, mais c'est pas vraiment caché quand on regarde les notices. Donc en fait, on démarre avec les boutons ici ou ici. Donc là, si je démarre avec Select, ça c'est la mise en veille. Donc en fait là j'ai désactivé la mise en veille automatique. Voilà, et puis je reviens forcément sur celui-là, d'ailleurs je vais revenir en alternative. Voilà. Donc là en fait il ne va pas se mettre en veille du tout. Et puis si je redémarre, il repasse avec le mode veille, je sais pas, par contre le timing. Hop. Donc là je vais appuyer sur le deuxième. Disable bip, c'est ça, c'est DS pour disable et bip. Donc là en fait il fera plus de bip. Voilà, donc j'appuie sur les boutons, il n'y a plus aucun bip qui est mis. Du coup ça revient quand on redémarre. Ah, voilà, donc là je l'ai. Voilà, donc là ça revient. Ah, c'est un réglage qui conserve celui-là par contre. Voilà, donc disable bip. Donc je l'éteins sans rien faire, je le rallume. Voilà, donc il garde en fait ce réglage là. Donc c'est-à-dire que là il fait plus aucun bip. Alors je peux essayer quand même de vérifier en mode continuité. Ouais, heureusement, donc ils ont quand même pas coupé cette partie là. Ah, le volume est beaucoup mieux là. Donc je vais quand même le réactiver parce que bon, c'est quand même pratique de savoir qu'on a appuyé dessus. Voilà, enable bip. Et là, donc si j'appuie, voilà, on récupère bien les bips. Ensuite, je vais appuyer sur Release. Ah, bah c'est la version du firmware. 25.03. Donc c'est la troisième version, je pense, du 25. Ça doit être le 257. Voilà. Et puis Hold. Ah, il y a le logo COM qui vient d'apparaître. Donc là, en fait, il active. Il y a de l'infrarouge ici. Alors, je vais pas acheter le cas parce que j'en ai pas du tout l'utilité, mais il active en fait le port série en infrarouge qui est là, parce que la plupart du temps, c'est de l'infrarouge, ici aussi, pour la communication extérieure. Voilà, et là, bah, je vais vous faire la comparaison. Mais alors là, c'est énorme, hein. Au niveau des Keysight, je crois que on pourrait dire que c'est presque des tarés, entre guillemets, mais moi, ça me plaît. Donc, 6 boutons, 4. Donc, chaque bouton sur le Keysight correspond à un boot aussi. Donc, celui-là, et ben, ça active la fonctionnalité en fait de lissage de valeurs. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment ce multimètre-là, enfin ces multimètres, parce que les deux ont les menus, qui ont ce truc-là. Alors, j'ai pas réussi exactement à comprendre malgré plusieurs tentatives, mais normalement, c'est pas vraiment une moyenne, mais il est censé calmer un peu l'échantillonnage qu'il fait là. Ensuite, bah celui-là, c'est pas compliqué. L'écran reste allumé entier, donc c'est le test de LCD. De toute façon, je l'avais noté parce que là, il y en a trop. Voilà, donc là, en fait, on teste tous les pixels, tous les segments aussi. Ensuite, min-max.
Alors ça, par contre, je m'en sers d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai calé comme ça. Et ben en fait, ils appellent ça une fonction scale. Et donc dans les menus que je vais vous montrer juste après, parce que là, il n'y a pas de menu de réglage, rien du tout, ni chez Flux d'ailleurs. Et ben en fait, on peut attribuer la fonction scale à d'autres valeurs. Et en fait, ça veut dire par exemple là, si on met 1 volt, il va afficher 1 ampère en fait. Donc ça c'est très pratique si on a par exemple une sonde ampère-métrique qu'on branche ici, et ben on aura la conversion automatique faite par l'écran avec l'échelle qu'on a spécifiée dans les menus. Ça, c'est la lampe. Alors il faut savoir que ce modèle-là de multimètre, il est assez bizarre, mais il y a une petite lampe torche derrière qui permet d'éclairer la zone de travail. Et du coup, on l'allume en fait de force et il a 2 intensités. Donc là, il est au démarrage comme ça, parce qu'on peut aussi l'activer une fois qu'il est démarré. Ensuite, donc si j'appuie sur range, et ben là, on retrouve un peu la même fonction que sur le REL, je crois. C'est la version du firmware, version 3. Alors j'ai le câble pour celui-là. Et ils n'ont pas fait de mise à jour, ça va faire 10 ans, je crois, que la version 3 est en production. Voilà, bon, il y a quelques petits bugs, hein, mais bon, malheureusement, Keysight, parce que ce multimètre-là, c'était Agilent, et Keysight, ils ont racheté, mais je crois qu'ils n'ont jamais rebossé dessus. Et puis le bouton orange, bah, c'est le bouton des menus, justement. Voilà, et puis alors là, on a plein de menus, donc ils sont complètement codés sur du 7 segments, donc si on n'a pas la documentation, c'est impossible de savoir à quoi ça correspond. Donc par exemple, il y a un truc qui est super simple, enfin qui est simple à comprendre, c'est l'auto-hold qu'on a du coup sur celui-là. L'auto-hold en fait sur les Keysight, en fait c'est le nombre d'échantillons qu'on veut que le multimètre attende pour qu'il verrouille la valeur. Alors ça c'est pareil, c'est des trucs que vous verrez sans doute sur aucun multimètre. Donc moi je l'ai mis à 1, comme ça il est vraiment, il attend un échantillon et il se verrouille direct. Mais de base il est à 50, c'est-à-dire qu'il attend 50 échantillons stables avant de bloquer l'écran. Voilà, donc en fait, bon, on retrouve toute la documentation de tous les menus. Alors dans les menus qui sont, bah, enfin, ils sont tous vraiment une grosse partie intéressante, on peut couper l'auto power off, donc moi je l'ai coupé. On peut changer l'heure, ça c'est pareil, donc le fameux bip que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc là en fait c'est le bip, et là en fait on peut le changer. Voilà, là c'est un off. Voilà. Puis là on arrive dans les fréquences hautes. Voilà, moi j'aime bien ce bip là, donc je le garde. Après là c'est les minutes de mise en veille, moi je l'ai mis à 45. Pareil pour le rétroéclairage, donc on peut le couper directement, enfin, lui dire de ne pas couper l'électroéclairage et de le laisser en mode manuel, c'est-à-dire qu'on appuie et qu'on éteint au bouton. Il y a des trucs, voilà, il y a des trucs un peu stupides sur ce modèle-là que j'ai pas sur le grand d'ailleurs. Par exemple, on peut mettre une tonalité au démarrage. Bonjour. Alors, je crois que c'est le bleu pour valider, voilà. Et puis là, quand je le redémarre, voilà, donc bienvenue dans les jeux vidéo en 8 bits. Et ce qui est très nul en fait, c'est que c'est la musique d'origine. Ils ont mis ça d'origine dans le multimètre. Donc faut juste penser à aller dans les menus pour l'enlever parce que bon, c'est un peu embêtant comme son. C'est drôle sur le coup, mais bon, on va pas garder ça quoi. Voilà, donc il y a énormément de modes et moi je laisse ça off, c'est très bien. Voilà, donc là du coup il n'y a plus de musique. Et ça garde en mémoire flash aussi, hein. Ça reste pas, ça perd pas quand on enlève les piles, tous les réglages qui sont là. Voilà. Ah oui, alors après, donc ça va être plutôt pendant le fonctionnement. Et là je suis déjà rendu à 40 minutes. Là non, elle n'est pas rendue. Donc là, on va passer au test de fonctionnement et puis on va vérifier le calibrage parce que les Braillemen, moi j'ai eu un certificat pour lui, j'en ai eu 2 pour celui-là parce que j'ai eu celui de Keysight et celui qui a été revalidé par un labo indépendant. Et du coup, ces deux-là, ils m'affichent vraiment les mêmes valeurs, comme ma petite Alim d'ailleurs de labo que j'utilise tout le temps, la Raiden, qui a été aussi modifiée par un gars sur le forum, encore une fois. C'est la 6600p,
si certains seraient curieux de savoir. Donc RD 6006P, voilà, P pour précision. Donc elle a beaucoup de chiffres aussi en affichage de son côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre en volts. Voilà. Et là, un des reproches, d'ailleurs c'est le seul que je fais à celui-là, c'est qu'en fait ils n'ont pas distingué les millivolts avec les volts. Ce qui fait qu'en fait il démarre en millivolts là, alors que là, bon, comme les multimètres habituels, le millivolt est sur un autre endroit. Et ce qui fait qu'il y a un lag de passage de virgule, parce que les millivolts et les volts, je pense qu'au niveau des composants internes, on essaierait dans... Oh, vache. Alors, on va mettre des bananes entre les deux. Faire ça comme ça. Voilà. Comme... Et là, j'ai dû appuyer sur Crest. Il faut que je quitte ça. Voilà. Donc là, les deux sont comme ça. Et puis, comme j'avais coupé... Bon, ça c'est pas très bien, mais bon, c'est quand même des Probe Master, donc c'est quand même des sacrées bonnes pointes. Mais ça m'embête des fois les protections, les capuchons là, comme ça. Donc je les avais coupés, ce qui me permet du coup de les utiliser sur des bananes directement. Et je vais mettre là le mieux. Ce que je vais faire déjà pour voir, je vais regarder le calibrage. Et à mon avis, Brayman, il y a toujours un petit défaut de calibrage quand on monte dans les valeurs. Voilà, donc là j'ai les deux écrans qu'on voit bien. Alors je mets pas l'autre parce que là j'aurais eu le Fluke 117, ça aurait été le troisième, mais on va dire que ces deux-là c'est un peu les mêmes. On voit aussi un peu au gabarit quoi, qu'il est un peu plus petit, donc ce qui est pas mal. Celui-là on change carrément de monde, donc je vais pas le mettre en visu aujourd'hui. Donc je vais prendre des valeurs assez standards, on va mettre 1,5 V, pile. Tac, voilà, et j'active la sortie. Voilà. Donc là, on a vu le petit couac de celui-là, c'est le passage entre le millivolt et les volts. Parce que là, à l'intérieur, au niveau du changement de réseau de résistance, il est plus compliqué au niveau des millivolts et des volts, et ce qui fait que il perd du temps en fait à faire la virgule. Et c'est vraiment le reproche que je lui fais là. Voilà. Donc 1,5 V, 1,5 V, 1,5 V. Donc là, c'est impeccable au niveau des valeurs. Valeur standard. Ensuite, donc je testerai les autres paramètres. On va mettre 3 volts 3, des choses qu'on voit très souvent en élec aussi. J'ai raté la virgule, 3 volts. Ah, il y a un petit décalage quand même ici, mais bon, c'est pas... Ouais, ça va. Donc je remets 3,3. Voilà. Bon, on a toujours le même petit décalage sur le Brayman. La lime que vous voyez pas, mais j'ai la même valeur que là. En fait, il clignote entre 2,99 et 3,00 au niveau de la lime. Lui, il est parfaitement stable à 2,99 et lui, il est stable à 3,01. Bon, on passe à 5 volts, pareil, un grand classique. Donc là, j'ai exactement 4,999 sur mon alim et sur lui. Et là, je commence à décaler, donc je pense, voilà, on voit ce que j'avais déjà constaté de manière générale avec les Brayman, c'est qu'ils affichent un petit peu au-dessus. Donc, il faudra peut-être voir avec Dave s'il connaît, parce que sur le 257, à la limite, je peux essayer ça tout de suite. Le 257, en fait, on appuyait sur Select Hold et on accédait, et puis on allait sur Home. Là, ça fait rien. Et en fait, on accédait au menu de calibrage. Donc, je l'avais fait moi sur le 257 pour le recaler comme il faut. Donc, je vais continuer. Après, en valeur standard, on va dire 9 volts pour faire une pile. Voilà. Donc, on a toujours ce décalage en fait. Après 12. J'aime bien mettre des valeurs comme ça, standard. Ouais. Donc, on a le décalage qui, j'ai l'impression, a l'air de grandir un peu. Donc, moi, j'ai 12 et 3 zéros à l'écran de mon alim. Là, j'ai 11,99 et là, j'ai 12,04. Je vais passer à 24.
Ouais, ouais. Donc là, on commence vraiment à partir loin. Donc au niveau de l'écran de mon Alim, j'ai 24 et triple 0, parce qu'il a 5 chiffres, enfin il a, voilà, il a 3 chiffres après la virgule. Là, j'ai 23,99, donc lui, je sais qu'il est bon. Et lui, il est parti un peu loin pour le coup, là. Et je vais essayer, on va dire, voilà, 35. Ouais. Donc en fait, plus on s'éloigne, ce que j'avais déjà constaté avec d'autres Braillemen, plus on s'éloigne, enfin plus on monte, plus ça décale ici. Donc si je mets au max de mon alim, je crois que je vais être à 47. Voilà, 47, 48 peut-être. Ouais, voilà, donc j'ai bien 48. Alors j'ai 48,002 moi sur l'affichage de la lime. Là j'ai 47,99 et là bah, j'ai 48,18. Donc là on est parti un peu loin. Voilà pour les tests. Donc je vais remettre 1 volt. Allez. Là, il a pris plus de temps à redescendre que lui. Et là, par contre, une fois qu'on est redescendu dans les valeurs basses, alors je vais essayer des petites valeurs, 0,1. Et oui, lui, il passe en millivolts, donc il a encore traîné au niveau du point, ce qui fait que bah, il a une précision en plus. Et là, on est bien dans les clous. Alors, la lime, je sais qu'elle descend vraiment très bas, donc je vais descendre à 0,05. Voilà, donc j'ai bien 50. Et j'ai les deux mêmes là, et j'ai aussi la même valeur sur l'écran de la lime. Si j'essaye 0,02, des valeurs que personne n'utilise, en même temps c'est pas du tout exploitable, mais j'ai bien 18,6 millivolts et 18 millivolts. Et par curiosité, voilà, donc là du coup je gagne en plus une virgule. Donc ce qui montre encore une fois bah, là que les fonctionnalités sont quand même meilleures là que là. Par contre, il y a toujours un petit décalage supérieur, toujours supérieur par rapport à celui-là. Et bon, alors, je sais pas si 0,01 il faudra le sortir la lime. Non, là il n'y arrive pas. 0,015. Ouais, il est à 13 aussi au niveau de l'écran. J'ai 0,013. Donc il arrive à sortir 13 millivolts. Hein, mais bon, 13 millivolts, je vais pas dire, mais on fait rien avec ça, quoi. Voilà. Donc là, au niveau des voltages, bah voilà, ce que je craignais, on va dire, c'est pas énorme, mais bon, je pense que ça serait pas mal d'avoir l'info pour corriger ça, avoir le menu d'accès, sachant que Select et Hold ne marche pas sur ce modèle, chose qui marchait sur le gros 869 et puis sur l'ancien 257. Donc voilà, j'espère que les infos vont pouvoir sortir. Voilà pour la partie tension. Donc là, bah, je vais faire une petite pause. Là, ça fait déjà 1 heure que ça tourne et je vais continuer les mesures. Et puis aussi les vérifications des fonctionnalités. Bon, je vais reprendre. Alors j'ai eu un petit problème de batterie. J'avais pas vu que j'étais déjà rendu à autant de temps d'enregistrement sur la caméra. Donc bah, j'ai mis une powerbank dessus pour continuer. Du coup, bah, je vais reprendre la suite des mesures. Donc je m'étais arrêté au test des volts. Et donc on va passer du coup au test au niveau des ohms et de tout ce qui est continuité. Donc un petit truc qui est assez marrant que je fais moi de temps en temps comme ça quand j'ai plusieurs multimètres. Donc je mets les multimètres ensemble en bip et on va voir si ça marche, mais il n'y a pas de raison. Donc là je suis en condensateur, ohm et bip. Voilà. Donc les deux sont toujours ensemble. J'ai toujours les ProbMaster dessus. Les deux sont bien en overload et en mode bip. Et on va tester et vous allez voir un truc qui est assez marrant. Voilà, c'est qu'en fait, on a les deux. Et on peut voir que ça bip aussi rapidement l'un et l'autre. Donc on peut voir donc les deux sont aussi réactifs. Il n'y en a pas un qui va a priori comme ça, visuellement et à l'audio, se rendre compte de la rapidité, de plus rapide l'un ou l'autre. Donc je vais les ProbMaster partout. Donc je vais mettre hop, les blanches, enfin les blanches, celles où j'ai du scotch blanc sur le K-Site. Et puis je vais prendre les ProbMaster que j'ai sur celui-là qui sont exactement les mêmes. Sauf que j'ai pas coupé le plastique là.
voilà, et que du coup je n'ai pas non plus repéré au niveau ici. Voilà, donc là je vais vous montrer aussi un petit truc au niveau des bips qui peut éventuellement ne pas parler à tout le monde. Je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais c'est si j'en avais parlé sur ma vidéo 18, c'est le latch du bip. On appelle ça le bip qui est latché ou pas. Parce que le latch, en fait, qui vient du système de bascule en électronique numérique, ça veut dire que il y en a un qui va verrouiller le bip et un autre qui ne va pas le faire. Alors celui-là, il est latché, celui-là, il n'est pas latché. Et celui-là, le gros, il est latché aussi. Donc je vais vous montrer tout de suite la différence. Et pour info, on voit que l'écran, je vous l'ai précisé tout à l'heure, mais il clignote. Ça, c'est une particularité du Keysight que Brymen a pompé. Et très très bien parce que c'est super pratique d'avoir l'écran qui réagit en plus du bip et du 0 en fait à l'écran. Voilà. Donc celui-là, en fait, on ne se rend pas compte, mais il n'est pas latché. Pourquoi on ne se rend pas compte? Parce que les pointes sont extrêmement de bonne qualité. Ce qui fait que le contact est très très franc. Et donc le bip est franc aussi. Par contre, voilà, si je le fais vraiment très très rapide, voilà, il est instantané au niveau de la réactivité. Voilà, celui-là, si je fais très rapide, il y a des fois où le bip, en fait, il est en continu. On a l'impression qu'il est en continu. En fait, c'est tout bête, le système, c'est vraiment électronique intérieure. C'est que lui, le bip, en fait, il est temporisé dès qu'il s'active. Il va, par exemple, biper pendant 1 milliseconde et on aura le temps d'entendre le son. Celui-là, il n'y a pas du tout de temporisation, en fait, c'est instantané. Donc il bip ou il bip pas. Et s'il commence à craqueler, voilà, là je me mets sur le pas de vis, là on entend qu'il craquelle, c'est parce qu'il y a des faux contacts en fait entre les deux pointes et qui sont aussitôt répercutés sur le bip. Voilà, donc il y a un peu les deux écoles. Alors moi j'aime beaucoup le fait quand c'est pas latché parce que c'est vraiment hyper réactif au niveau du bip. Donc quand on a des faux contacts sur des contacteurs ou autres, on l'entend tout de suite sur ça. Alors que là au niveau du bip, comme on peut le voir, voilà, là j'entends plus le son du grattage du, du pas de vis que là au niveau de le son je l'entends pas quoi. Et là je l'entends que ça craquelle parce que j'ai des faux contacts que je provoque. Voilà, donc c'est deux écoles, voilà, les deux sont bien. Un côté forcément on entend mieux puisque c'est temporisé au niveau du bip de sortie, que là on entend mieux on va dire les craquements, les faux contacts, toujours à condition d'avoir des bonnes pointes, hein, donc ce qui est le cas aussi des Brymen que je n'ai pas mis en place. Voilà pour le bip. Alors, parenthèse, encore une fois, double parenthèse spécifique au Keysight, qui est très très bizarre. On peut en fait inverser. Alors là, on voit l'icône avec une flèche descendante, front descendant. Donc front descendant, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? En fait, c'est bêtement ça. Là, je mets à 0, on va dire, le contact. Et dans les menus, on peut lui dire de tester front montant. Et front montant, je vais vous le montrer sur l'autre parce que là c'est dommage, ils ont encore une fois un petit manque de menu. On peut en fait lui dire de tester front montant. Donc là, je suis en home. Là, je suis en front montant, enfin descendant, parce que là j'ai un interrupteur qui est dessiné mais qui est ouvert et qui s'écrase. Donc là, front descendant et là front montant. Donc en fait l'interrupteur est activé et en fait quand on court-circuite, ça le désactive. Je vais donc là je court-circuite, voilà, là je ferme l'interrupteur et là je l'ouvre. Voilà, donc c'est cette fonctionnalité là. Alors très pratique pour tester en fait des contacts qui sont normalement ouverts ou normalement fermés. Donc les NO et NF pour ceux que ça parle. Donc voilà, donc celui-là, c'est pas pratique, ils l'ont mis dans les menus. Et par contre, voilà, autre fonctionnalité, deuxième, et ça c'est encore plus bizarre de la part de Keysight, c'est les seuls multimètres à ma connaissance où on peut changer en fait le range du bip. C'est-à-dire que là, il va biper autour de 30 ohms en général,
Et en fait, je peux changer. Donc là, je passe à 6 kOhms. Et du coup, là, il va biper autour de 300 ohms. À partir de 300 ohms, il va biper. Et donc, là, j'ai imprimé, encore une fois, pour simplifier. Mais je crois que c'est vraiment les seuls, même flux, qui font pas ça. C'est vraiment la seule, enfin, les seuls multimètres que j'ai vus qui avaient cette fonctionnalité-là, où, en fait, il y a la continuité qui est variable selon en fait le range qu'on choisit. Et donc moi j'ai déjà eu l'occasion de l'utiliser à plusieurs reprises, cette fonctionnalité-là, pour vérifier des résistances, si elles étaient inférieures ou pas à certaines valeurs, sans forcément que ce soit des courts-circuits. Donc voilà, c'est encore une spécificité qu'il y a là, et que là, bah, le range, voilà, je peux pas le changer du tout, la virgule elle reste là où elle est, on a toujours que le symbole ohm. Que là, voilà, on a à chaque fois le variable qui change et on peut même aller jusqu'au méga ohm en bip, hein, donc ce qui est assez marrant. Donc en méga ohm, forcément, ça va biper sur énormément de valeurs de résistance, hein, puisqu'il faut être en méga ohm, il faut être à 60 méga ohm, il faut être inférieur à 131 kg pour que ça ne bip, inférieur à 131 kg pour que ça bip, hein, avec une tolérance même de 60 kg. Donc on va dire, si c'est inférieur à 200 kg, ça va biper, mais au-dessus, ça bipera pas. Voilà pour encore une fois une petite particularité de celui-là. Donc Bremen n'a pas encore peut-être, ou qui intégrera peut-être plus tard, je sais pas. En tout cas là c'est très bien pour le copiage intégral du bip et du clignotement de l'écran. Donc on va passer du coup maintenant, ah oui, donc le bip c'est bon, à la résistance même. Pourquoi la résistance? En fait il y a une donnée ici que je voudrais vérifier, c'est la vitesse à laquelle les virgules elles défilent pour atteindre le 0 ohm. Bon, après, bon, je ne vais pas faire de test de résistance. Bon, après, je pourrais mesurer, mais ça, je pense qu'il y a déjà eu. Bon, je peux sortir la petite boîte. Enfin, la petite boîte, voilà, c'est un réseau de résistance standard là-dedans, histoire de prendre des valeurs. Et tiens, bah, je vais utiliser la fonction de auto hold qu'on a ici. Voilà, donc il prend un échantillon, il s'arrête. Donc là, je suis pointé sur un 10 kg. Ça, c'est histoire de vérifier la calibration, on va dire. Voilà, donc j'ai 9,93. Donc il va le garder du coup en mémoire, puisque je suis en auto-hold. Et puis là, il attend un prochain échantillon stable. Et je vais l'utiliser aussi ici pour voir comment il fonctionne. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est comme ça qu'il doit l'afficher, je sais pas, on va voir. Voilà, donc là, il a acquis un échantillon. Je pense que c'est ça qu'il doit vouloir dire en clignotant. Il a frisé l'écran, donc je vais enlever les pointes. D'accord, ok. Bon, ça, je vais pas encore tester. Donc en fait, à l'écran, il affiche en clignotant du coup la dernière valeur qu'il a acquis, acquis, voilà bon. Et là on voit qu'ils sont dans les clous au niveau des valeurs et ils ont chacun leur façon d'afficher. Donc lui, il affiche qu'il est en hold et là il clignote à toute vitesse pour signaler qu'il attend en fait un prochain échantillon différent de celui-là. Et là, je pense que ça va être la même chose, donc on va basculer, je sais pas, on va mettre 56K. Hop. Voilà, donc 56,2. Donc là, le auto, c'est complètement figé pour dire que bah, là, il a échantillonné une valeur. Et hop, il est reparti en attente. Celui-là, on va voir. Waouh, voyons, ils sont plutôt dans les clous tous les deux. Enfin, ils sont bien calés au niveau des. Ah oui, au niveau des valeurs de ohm, c'est pas comme les volts pour le coup. Donc là, voilà, ils ont chacun leur façon d'afficher, mais on voit que bah, c'est des 6000 points chacun, enfin 6006 d'ailleurs, chacun, donc ils ont autant de virgules d'un côté que de l'autre. Donc nickel, rien à dire. Le fonctionnement est bizarre, mais c'est super bien d'avoir intégré ça. Moi, c'est une fonction que j'utilise beaucoup, le auto-hold. Et petite parenthèse, encore une fois, qui est particulière à ceux-là, parce que celui-là, il n'y a pas de mémoire, j'ai pas vu dans la doc, donc s'il n'y a pas dans la doc, c'est qu'il n'y a pas. Donc en fait, il y a une fonction recall. Voilà, et en fait, il y a 10 mémoires, et d'ailleurs,
indiqué par le paragraphe, et là je suis sur la deuxième. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Et en fait, on peut se balader comme ça dans toutes les valeurs que j'ai mémorisées. Donc, on avait mesuré la 10 kg, donc elle est restée en mémoire. La 56, et après j'ai d'autres, voilà. Ah bah on revient parce qu'il a bouclé, vu qu'il n'y a pas eu d'autres mémorisations. Donc là, il y a RCL pour dire recall, en fait, les 10 dernières mémoires de mesure, et qui sont valables d'ailleurs pour n'importe quel échantillon, enfin, auto-hold que je fais ici, hein. Je peux très bien, par exemple, sur la mémoire 3, avoir mesuré un voltage, donc il va me le sortir, et des ohms sur la mémoire 4, il va me le sortir en ohms ou en volts. Voilà, petite parenthèse encore de fonctionnement. Là, bah, il n'y en a pas, donc c'est vraiment une mémoire instantanée, mais c'est très pratique de l'avoir. Donc bah, je vais l'enlever du coup, donc en restant appuyé dessus, voilà. Et je vais donc revenir pour voir un peu la vitesse de défilement des points. Donc sachant que tous les deux ils ont le même nombre d'affichage à 6600 points, mais là je parlais des points au niveau de la virgule plutôt, la vitesse des virgules. Court-circuit sur celui-là, voilà. Donc on voit qu'il va très vite à 0, donc je suis quand même assez habitué à cette vitesse. Lui il m'a l'air d'avoir été accéléré. Ouais, voilà. Il arrive quand même à trouver 0,1 avec les ProMaster, ça alors. Ah ouais, d'accord. Donc là, ouais, effectivement, le défilement de virgule est très 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 rapide. Donc là, si je fais une mesure comme ça sans le auto-hold, voilà, donc les 56K, il les a pris rapidement, très rapidement. Lui aussi, donc voilà, c'est un peu difficile du coup de les... Alors, je vais le faire aller plus loin au niveau des virgules. Donc pour aller plus loin, il faut descendre dans les ohms pour qu'il fasse défiler plus de virgules. Donc on va dire 1 kg. Allez hop, 1 kg. Alors c'est pas calibré du tout, hein, ce truc là, c'est juste un réseau de résistance soudé sur un PCB rond. Mais c'est pratique pour faire des tests. Voilà, donc il a été vraiment super rapide. Ici et ici. Ouais, il est rapide aussi, mais le défilement est un peu moins rapide. Mais là, ouais, il faudrait regarder autant. Donc voilà, les deux, bon, pas de souci du tout au niveau des ohms et du bip. Donc je vais passer du coup maintenant sur les diodes. Donc là, je change sur le sélecteur, et là je change sur le bouton select. Bip, diode, voilà. Donc la diode, celui-là et Fluke, ils ont le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il bip court quand une diode est bonne et il bip long quand elle est morte, ou quand il y a un court-circuit. Voilà. Donc celui-là, on va voir s'ils ont intégré ça. Et bah oui, et même ils ont fait mieux, ils ont fait clignoter l'écran. Du coup, encore une fois, une évolution super bien de ce multimètre-là, de ce modèle-là en particulier. Donc on va tester quelques diodes. Là, bah, j'ai une 4007 et puis une Scotty. Voilà, une diode rapide avec une faible valeur de chute de tension. Donc la bonne vieille 4007. Donc on s'attend à 0,5. Voilà, donc 0,5 avec le bip court pour dire que la diode est bonne. Donc ça, j'utilise tout le temps. Je regarde même pas l'écran quand je teste les diodes. Maintenant, je suis habitué au bip court. Et donc celui-là, normalement, vu qu'il bip en continu en court-circuit, il doit aussi biper court. Voilà. Et l'écran, on dirait qu'ils l'ont accéléré, mais ouais, c'est marrant, il défile à toute vitesse. Voilà, en tout cas, ça marche très bien. Et les Scotty, là, alors des fois celui-là il bip, des fois il bip pas, ça dépend vraiment de la tension de seuil. Voilà, elle est vraiment très basse, hein. Donc voilà, là on a entendu biper, mais en fait il est hors tolérance pour lui, 0,16. 0,14 par contre il bip là. Donc là ils ont abaissé en fait le seuil de sensibilité, ce qui est très bien du coup. Donc là ça bip même sur les Scotty. Donc ouais, sacrée progression. Et dernier point, c'est bon, pour les LED blanches, mais bon, c'est pas la peine forcément de les tester. Là, ce qui est plus intéressant pour vérifier, c'est de voir quel voltage il sort sur le bornier. Donc je vais mettre celui-là en volt.
et regardez combien de volts il sort. Voilà, 3 volts 20, bah à mon avis c'est tout bêtement la tension de la pile, donc aucun problème pour allumer des LED blanches, quoi. C'est comme ça que moi je vérifie, hein. C'est pas la peine d'aller mettre une LED et de regarder si ça s'allume ou pas. Déjà on a l'info rien qu'en... Voilà, ça s'allume, ouais, je sais pas si ça se voit. On a l'info rien qu'en mesurant le voltage qui sort sur les pointins. Donc bah, celui-là, si je fais le test inverse, ça veut dire que je mesure celui-là. Voilà, 2 volts 7. Donc ouais, c'est possible, les piles ouais, sont un peu plus faibles peut-être. Bon, en tout cas, voilà, on a bien le fonctionnement en diode qui fonctionne. Bip, là. On va passer au condo, du coup, parce on avance dans celui-là qui est plus simple au niveau des positions. Là, il y a vraiment beaucoup de fonctions. Bon, il y a des fonctions où je ne testerai pas, j'en ai pas forcément l'utilité, hein, comme les fréquences, ça j'utilise jamais. Bon, les températures, c'est rare aussi. Donc je refais select, voilà. Donc là, petit condo, il est très vieux, je ne sais pas si... Mais ça reste un Nichicon de 1000 micros, 50 volts. Mais ouais, j'ai pas là, il faudrait que je ramène la pince, bon, on va regarder quand même. Donc là, les keysight ils sont assez intéressants aussi, donc le bar graph est toujours actif. Et en plus, ils ont un petit indicateur de charge-décharge ici. Voilà, en fait, ils utilisent le symbole de fond montant, fond descendant pour clignoter. Et plus ça clignote vite, plus le condo est petit, forcément, parce qu'il se charge et se décharge plus vite. Voilà, donc c'est parti pour le 1000. Voilà, donc là, il trouve 1018. Et puis, on voit l'animation ici, en fait, où il charge et il décharge le condensateur. Voilà. Et puis, je vais activer la fonction de trigger, trigoto, là. Voilà, comme ça, il garde la valeur à l'écran et ça m'évite, moi, de me le mémoriser, hein. C'est de la flemme. Hop. Alors, du coup, on va voir à combien il le mesure. Bon, on n'est pas rendu. Alors, je vais vérifier s'il ne serait pas chargé. Donc, je vais le décharger. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ah, alors il est en train de se stabiliser. Donc, il a fait un peu d'overshot. L'air descend. Et je vais voir si l'auto-hold il fonctionne là. Non. Ah, il fonctionne pas là. Donc, il veut pas. Donc je vais faire le hold classique, s'il veut bien. Ouais, il veut bien. Voilà, donc le auto hold ne fonctionne pas sur les condensateurs. Voilà, bon, petite chose. Après, c'est pas forcément utile, mais voilà. Donc là, on l'a bien. Donc on a voilà, la petite différence de valeur entre les deux. Par contre, je vais refaire le test parce que j'aimerais bien avoir la vitesse pour atteindre 1000 entre les deux. Donc je vais redécharger à chaque fois le condo. Comme ça, on sera à égalité. Voilà. C'est parti. Voilà, j'aurais peut-être dû, je vais faire un 2 3, je refais. Donc le blanc. 1, 2, 3, 4. On va dire 4 secondes. Très très approximatif. Voilà. J'enlève le hold. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il y a un... Bah, il refait le même truc que tout à l'heure. Ok, donc il y a un truc bizarre avec le... Je sais pas si c'est le firmware ou quoi qui fait ça, mais il le charge tout doucement au début et puis après il prend les valeurs. Donc là du coup bah, le temps a été beaucoup plus long. Sur celui-là j'ai arrêté de compter. Et là si je le remesure... Ouais, oui, il est bizarre en condo celui-là quand même. Bon, en tout cas, il le mesure, mais voilà, il a un comportement, on va dire, pas erratique, mais spécial. Voilà, donc cette partie-là, je ne vais pas m'en occuper. Les ampères, pas plus que ça non plus. Par contre, il y a un truc qui est intéressant sur les symboles des borniers, c'est ces deux-là.
Et aussi le fait que là, en fait, quand je fais le select, je ne passe que sur l'alternatif ou le continu. Alors que là, c'est marqué ampère et milliampère. Alors là, on peut se demander pourquoi. La réponse est simple. Alors celui-là, il ne l'a pas. Celui-là, il en est équipé. Et ben en fait, ils ont intégré ce super système que je suis fan aussi. C'est que les borniers, en fait, à l'intérieur, il y a un contacteur, ou je crois que c'est le bornier qui est coupé en deux au niveau du cercle. Et en fait, quand on insère la banane, ça fait le contact complet sur les deux demi-cercles. Et ce qui fait en fait une détection automatique du jack. Donc là, si je le mets sur milliampères, l'écran reste sur milliampères. Et si je le mets sur ampères, l'écran vient de passer tout seul sur ampères. Voilà, donc en fait c'est super futé. Et en plus ça permet aussi, par exemple, je suis sur ampères, je tourne le truc, et ben il va faire input error. Et ben ça évite en fait tout bêtement d'aller cramer un circuit parce qu'on a oublié de changer la position, ce qui arrive, voilà. La position des bananes au niveau des borniers. Voilà, donc ça explique le symbole qui est bizarre ici au premier abord, mais en fait c'est pour dire que ça bip en surveillance. Voilà. Donc si je suis sur n'importe quel autre réglage autre que les ampères, ça va biper. Il y a le contacteur interne là, donc je crois que c'est vraiment ça, c'est deux demi-cercles qui se mettent en contact avec lui et qui informent en fait l'intérieur que le bornier est utilisé alors qu'il ne devrait pas. Donc ceux-là ils ne sont pas surveillés, mais il n'y a aucun risque de mesurer les ampères évidemment sur un bornier de volt, ça ne marchera pas, c'est tout. Avec 10 mégaohms d'impédance, il n'y a pas grand risque. C'est pour ça du coup qu'on n'arrive pas à atteindre les ampères parce qu'ils sont automatiques. Et là les micro-ampères, ils sont forcément a priori sur ce bornier là. Si je me mets là, ça fait input error. Donc voilà. Et là, pas de souci. Donc nickel. Donc avant de venir sur la dernière fonction qui est ici, là je le dis tout de suite, il a 100% des fonctionnalités que je cherche dans un multimètre. Bon, là, les fonctionnalités de mémorisation, c'est pas grave. Les fonctionnalités de range sur le bip, on peut s'en passer, voilà. Il est très rapide, donc déjà, vraiment, j'ai rien à lui reprocher à part son décalage au niveau du calibrage. J'espère que Dave il va pouvoir nous donner quelques infos là-dessus. Et donc on va passer à la dernière fonction qui n'est pas très connue, que j'ai sur mes trois. Maintenant je m'y suis habitué, mais voilà, j'ai trois. Donc au début, il y en a qui comprennent pas. Alors, moi j'aime bien ce principe-là, d'être après le off sur cette fonctionnalité-là. Alors c'est quoi le Z low V ou le auto V low Z? C'est la même chose. Donc c'est de l'anglais, Z c'est l'impédance, low basse, donc basse impédance. Ça veut dire qu'en fait ces trois multimètres là, ils ont une fonctionnalité qui permet de mesurer les volts, mais en basse impédance. Donc il faut se rappeler que le fonctionnement d'une mesure de voltage se fait à haute impédance, justement pour ne pas perturber le circuit sur lequel on est. Parce que des circuits d'électronique, voilà, de ce genre de choses, quand on est dedans, si on arrive avec une impédance basse, on va perturber l'intégralité du processeur ou d'autres éléments qui sont très sensibles aux variations. Donc il faut toujours avoir une haute impédance qui est, je ne sais pas pourquoi, mais normalisée à 10 mégaohms environ. Donc on va le mesurer. Par exemple, je vais mettre sur volt sur celui-là, ohm sur celui-là. Je vais les coupler et vous allez voir qu'on devrait tourner autour de 10. Ouais, pour ne pas dire qu'on est vraiment quasiment à 10. Voilà. Donc en fait ça a franchi une résistance de 10 et ça revient là-bas. Et du coup lui c'est pareil. Donc, par contre quand on se met en basse impédance, donc je vais mettre par exemple celui-là en ohm, donc je vais mesurer en fait son impédance d'entrée, 3,2, on va dire 3,3 pour arrondir. Allez, un petit coup d'autovol pour profiter de la fonctionnalité. Voilà, donc là il a verrouillé le 3,3. Bon bah du coup ça sert à rien parce que je vais inverser, donc bon c'est pas grave. Donc là je passe celui-là en ohm, je vais le mettre en autovolt aussi,
voilà, profiter un peu aussi pour manipuler les fonctions qui sont rarement visibles sur les vidéos. C'est toujours les vidéos YouTube, hein, je parle. Donc c'est toujours pratique. Donc celui-là en auto volt, toc, tac. Voilà. Ah bah alors là, c'est encore mieux du coup. Donc déjà 3 kg, c'est déjà bas. Donc ça charge vraiment une ligne ou quelque chose qu'on mesure. Alors là, on est encore plus bas, on est à 2 kg. Alors là, c'est encore plus intéressant. Et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, par exemple, à la base, cette fonctionnalité-là, elle est utilisée pour mesurer en fait le secteur. Bon, moi, je l'utilise quasiment jamais pour ça. Voilà, les prix secteurs. Donc, quand c'est sous tension, pas de problème parce qu'on a bien du jus. Donc, 230, voilà, qu'on sort. Par contre, imaginons que je déconnecte le disjoncteur de cette prise-là. Et bah, je pense que tout le monde a dû constater que des fois, on a des 20 volts, des 15 volts, des 60 volts qui circulent, alors qu'on a fait déconnecter enfin, on a fait sauter le disjoncteur associé. Bah, la raison, elle est simple, c'est que les champs magnétiques qui sont dans les câbles qui passent dans les murs, en fait, bah, ça interfère au niveau des voltages et ça génère en fait des tensions, des ghosts, enfin des tensions fantômes en fait, au niveau des prises. Et pour les éliminer, le seul moyen, bah, justement, c'est de charger avec une résistance. Il n'y a pas besoin non plus que ça soit un court-circuit, mais une résistance qui est dans les kiloohms, en général, c'est bien suffisant. Et avoir ces valeurs-là, justement, c'est impeccable pour éliminer en fait des fausses mesures qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Donc voilà, c'est très pratique pour ce côté-là. Alors, ils sont tous en automatique, donc voilà, donc les deux. Donc en automatique, ça veut dire qu'en fait, ils vont analyser si c'est une alternative ou une tension continue qui arrive, et ils vont, voilà, lui il n'arrête pas de changer, lui il affiche auto, et ils vont du coup changer leur affichage, soit pour être en alternatif, soit en continu au niveau de l'écran. Et moi, pourquoi je l'utilise pour deux fonctionnalités très souvent, parce que moi je suis pas tellement, tableau électrique ça m'arrive, mais c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc, voilà, je pourrais forcément le truc quoi. Moi, première utilité, c'est tout con, c'est pour décharger les condensateurs. Alors pas ceux-là, parce que là c'est un 50 volts, mais les condos des alimes à découpage. Et ben quand on a un condo de 300 volts à décharger, moi je m'embête pas, je passe sur cette valeur-là et je mets ça aux bandes du condo. Le condo il se décharge tranquillement dans le multimètre tout en m'affichant la valeur à ces bornes. Donc c'est pour ça que maintenant je cherche toujours à acheter des multimètres qui ont cette fonctionnalité là, très pratique de ce fait là. Et du coup bah, celui-là, encore une fois, il le possède. Et là on va le tester. Déjà il est plus faible en résistance, donc ça veut dire que bah, le condo il va se décharger plus vite. Et par contre, ce que je râle un peu, le Keysight on le voit ici, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est marqué dans la doc, hein, c'est comme ça, c'est 1 fois seconde. Voilà, donc on le voit en fait à chaque fois qu'il clignote, comme quand on est en auto-hold, et ben en fait il échantillonne. Donc là, c'est. Voilà, donc je pense qu'ils ont fait ça pour être sûr, comme ça, quand on mesure, d'éliminer en fait le fameux voltage fantôme qu'on a, parce qu'il faut un petit temps pour que la ligne se charge, enfin, qu'elle soit chargée au niveau. Pas chargée condensateur, mais chargée au niveau consommation. Et ce qui permet du coup à la ligne, vraiment après la ligne, quand je parle de ligne, c'est le réseau électrique, d'être à zéro si effectivement c'est bien un voltage fantôme. Donc ils prennent du coup un temps plus lent pour échantillonner. Et celui-là, on va le tester. Donc je vais refaire comme tout à l'heure, je vais remettre les deux multimètres avec une banane et puis prendre ceux-là que j'ai coupé pour ramener sur la ligne de labo. Voilà, il faudra se préparer une vidéo qui sera encore plus longue que toutes celles d'habitude. Je pense que je vais la couper en plusieurs parties. Voilà. Donc là, ce que je vais vérifier, c'est tout bêtement la vitesse, parce qu'on a vu que lui, il a une impédance plus basse que lui. C'est la vitesse à laquelle l'affichage se fait. Donc celui-là, je sais que c'est 1 fois seconde, et puis on le voit grâce au fait qu'il y a le auto qui clignote. Donc
je vais envoyer, je vais préparer par exemple 10 volts. Voilà. Voilà, donc lui il a déjà affiché 10 volts, et lui, voilà, donc la seconde est passée. Et j'ai l'impression que lui, il doit aller aussi vite que quand il est en mode volt. Donc je vais changer. Ah oui, oui, l'affichage est direct. Et en plus, il a l'orange qui fonctionne, alors que lui, il est bloqué sur les virgules. Encore une fois, cette fonctionnalité-là, ils ont considéré que c'était vraiment pour l'électricité principalement. Et ce qui fait que il y a quelques lacunes. La fonctionnalité en elle-même fonctionne, mais voilà, quand on fait l'électronique, c'est un peu embêtant d'être bridé sur si peu de virgules. Alors que là, en fait, il est bien en auto, donc ça veut dire qu'il bouge très vite. Donc là, il n'a même pas encore, si ça y est, ouais, voilà. Donc là, la seconde est longue à passer. Donc là, nickel aussi pour cette fonction-là. Et au niveau de la sensibilité, je vais descendre. Donc je vais démarrer de 1 volt. Il le chope. Donc si je descends à 0,5, voilà, là, donc là, le threshold, hein, le seuil, 0,6. Lui, il affiche trop lentement. 0,7. Je sais pas si on le voit à l'écran, si ça saute. Je suis à 0,8. En fait, il hésite. Donc à 0,9, il va partir. Même pas. À 1 volt, il part. Alors, entre 0,8 et 0,9, il sait plus quoi faire, mais il y est presque. Et là, à 1, il part. Le 1 volt est bien calibré, parce que j'ai ça, et puis je l'ai là aussi, donc c'est encore une fois le décalage dans les valeurs qui est incorrect au niveau du calibration, étalonnage. Donc voilà pour cette partie-là, et j'arrive donc au dernier point qui lui est important aussi, c'est le bar graph. Donc j'en avais pas encore parlé, mais comme vous avez pu voir, hein, moi j'achète aussi maintenant, ça fait partie des prérequis, j'en avais parlé sur la vidéo 18. L'importance des bar graphes, et se rappeler qu'un bar graph, en fait, c'est un deuxième multimètre dans le multimètre, moins précis mais plus rapide. Donc là, les deux, là, j'ai pas deuxième crayon, mais là, si je peux prendre celui du tableau. Voilà. Là, on a vraiment la partie échantillonnage lent mais précis. Et ici, on a échantillonnage rapide mais imprécis pour avoir en fait l'équivalent d'un multimètre à aiguille. Hein. Donc en fait, le but c'est que ça aille très vite pour voir à peu près où on est rendu au niveau de la tension, qui permet justement de voir les variations. Donc je vais refaire exactement le même test que j'avais fait sur la vidéo 18. Ça va permettre de voir la réactivité du bar graph. Donc je vais mettre par exemple 5 volts sur la lime. Voilà. Alors, par contre, pour aider les multimètres, je vais bloquer en fait en range manuelle, et notamment celui-là, parce que lui il switch, voilà, on a vu le temps de switch entre les millivolts et les volts, et lui je vais le bloquer aussi sur le même. Voilà, donc là on a exactement les mêmes infos à l'écran. Donc je vais faire des faux contacts, donc j'envoie 5 volts, voilà, je l'enlève, et puis je vais faire des faux contacts comme ça entre le croco. Voilà, et là on voit le bar graph des deux côtés. Et là le Brayman, on voit que le bar graph est plus rapide. Je crois que là il est donné pour 40, et donc il doit être à 60 lui, je pense. Je n'ai pas les données exactes en tête. Mais déjà celui-là il est rapide. Et là le Brayman est encore plus rapide au niveau du bar graph. Donc on voit que le bar graph il donne l'info plus rapidement, donc ce qui est logique puisque c'est le fonctionnement plus rapidement, enfin l'info, l'idée de la valeur qu'on a avant que l'écran se stabilise. Et je vais faire du coup un petit test avec un bon vieux potentiomètre. Donc ce que je vais faire, puisque là comme c'est des 6000 points, je vais bloquer à 6 volts 5, je pense que je ne devrais pas sortir de leur zone. Vérifier ça tout de suite. Voilà,
Donc là, je suis entre 0, enfin, si je mets à 0, du coup, avec le potentiomètre, je vais le faire. Je reste en fait figé sur ce range-là, sur ce calibre-là. Donc je vais vraiment avoir l'intégralité des barres graphes, enfin des barres du bar graphe qui vont bouger. Hop. Donc bah, pour ça, je vais mettre le plus, on va dire, sur le... Voilà, c'est pas un plus, mais un bout et le moins sur l'autre bout du potentiomètre. Je sais plus combien de kilos il fait celui-là, mais ça doit être un 100 kilos ça. Bon après, hein, c'est pas très grave. Donc le moins, forcément, il est commun au multimètre. Et le centre du potentiomètre, donc voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà. Bon bah là c'est que je suis au taquet. Et là, voilà, bah là c'est encore plus marrant de regarder. Là on voit bien les variations. Et puis là on voit que les tensions elles sont pas mal calées en fait. À part voilà quand on monte dans les valeurs, on voit que c'est quand même calé. Donc on a bien forcément 0. Voilà. Donc le calibrage est quand même pas trop mal, mais bon, il faudrait quand même voir. Donc là, voilà, avec le bar graphe, on voit tout de suite, quand je positionne le potentiomètre, on voit tout de suite que ça réagit plus vite quand même. C'est flagrant, hein. Le Brayman réagit beaucoup plus vite que le Keysight pour ce modèle de Keysight. Voilà. Ouais, donc là, voilà. Donc voilà, bah là je pense que pour la vidéo c'est fini au niveau du test de mon nouveau multimètre. Et ben, en résumé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avant de tester la basse impédance, il a toutes les fonctionnalités que je demande pour un multimètre. Alors, j'ai pas parlé du min-max qu'on retrouve là, parce que ça aussi je m'en sers. En fait, il l'appelle REC hein, chez Brayman. Voilà, donc on retrouve, et puis il bip à chaque fois, mais ça c'était déjà présent dans les modèles d'avant et c'est la même fonctionnalité. Donc min-max aussi qui est ici. Le Crest, ça c'est pareil. Alors ça c'est une particularité des Brayman que je n'ai pas moi sur les Keysight. En fait il est beaucoup plus rapide et c'est pour choper les pics. Alors je sais plus les millisecondes mais il est très très rapide dans ce mode là à récupérer en fait les pointes. Et il bip à chaque fois qu'il en a une nouvelle. Donc par exemple si je déplace à 10 volts. Voilà. Ah c'est marrant, il m'a détecté un... Ah oui c'est vrai il y a le potentiomètre entre les deux. Petite blague. Voilà, du coup, ah ouais, et puis là-bas il est en overload, parce que en fait j'ai dépassé, comme j'ai bloqué le range, j'ai dépassé les 6 volts 6, parce que je suis à 10. Et là il faudrait que je quitte le mode. Enfin bref, voilà, pour résumer, donc pour revenir à ce Brayman, bah, j'ai rien à lui reprocher. En fait, je pense que c'est vraiment le multimètre que je vais recommander aux copains qui me demandent. Enfin, voilà, il y a tout, tout est dedans. Tout est dedans, il n'est pas gros. Voilà, il n'est pas gros du tout. Enfin, voilà. Tout est nickel au niveau de l'étage d'entrée. Toutes les fonctionnalités sont là. L'écran est très agréable. Il n'y a pas de problème de contraste ou autre. L'éclairage orange, je suis déjà habitué avec mes deux, donc ça me choque pas. Alors celui-là, les piles sont peut-être un peu faiblardes. C'est même sûr. C'est pour ça que là, ça un peu moins fort. Et voilà, donc j'ai rien à lui reprocher à part le décalage de tension, enfin de l'affichage de tension, donc ça à revoir sans doute sur le forum. Et voilà, donc là ça va être une très très longue vidéo, donc je pense que je vais la couper en deux. Là je suis encore rendu à 40 minutes, donc ça fait 2 fois 40 minutes je crois. Et puis voilà, donc après je vais rentrer dans d'autres trucs, je vais rentrer, donc, faire quelques parenthèses qui n'ont rien à voir avec la vidéo, ou le thème de la vidéo. Donc là je vais pouvoir mettre un peu ça de côté, ça de côté. Donc, tac. Alors il faut savoir, donc je vais revenir un peu sur le Thermomix.
donc c'est donc une parenthèse parmi d'autres. En fait, là, ça fait 3 semaines maintenant, 3 semaines, ouais, un peu plus de 3 semaines que les réparations sont en cours, enfin, fonctionnent. Donc, j'ai acheté en fait beaucoup de composants. Enfin, j'ai passé un nombre d'heures incalculable pour essayer de trouver en fait un équivalent de l'IGBT. Alors, pour des raisons, et je vais vous les citer. Pour deux raisons, je ne donnerai pas la référence parce que j'ai beaucoup passé de temps à éplucher les datasheets en anglais, à trouver des caractéristiques similaires. Deux raisons à ça. Pourquoi? Alors, parce que déjà, j'ai malheureusement déjà eu l'occasion d'avoir affaire à quelqu'un qui a profité de mes réparations pour se faire de l'argent dans mon dos. Donc, je ne veux plus que ça se reproduise. Donc, maintenant, quand je fais des réparations et qu'on trouve ça nulle part sur Internet, je ne donnerai pas les infos sur ce que j'ai eu besoin de, de mettre à la place. Je le donne, vous le voyez sur les autres vidéos que j'ai fait, quand c'est du remplacement à l'identique et que la pièce est disponible, donc pas de problème. Là, voilà, il faut remplacer cette pièce parce que c'est celle-là, comme le quartz par exemple, pour la sonde de température. Mais pour là, j'ai eu beaucoup de recherches à faire et comme je n'ai vu personne qui l'a fait sur internet, et ben je ne le donnerai pas. Par contre, et à titre voilà, exceptionnel, parce que j'ai acheté un peu plus de composants. Et la deuxième raison avant de ça, c'est que je ne peux pas garantir à 100% voilà, le fonctionnement, puisque je l'ai fait une fois. Ça fonctionne actuellement depuis, je dirais, 3 semaines à peu près. Donc pour ces deux raisons-là, je ne fournirai pas la référence que j'ai choisi d'acheter donc sur Mousseur et sur ETME, c'est toujours des sites officiels évidemment. Et donc là je propose, s'il y a évidemment uniquement à mes abonnés, j'ai deux kits, hein. Il me reste en fait, j'ai acheté beaucoup de modèles d'IGBT, etc. Donc j'ai quand même dépensé pas mal de mon côté pour trouver que moi je ne suis pas quelqu'un qui roule forcément sur l'or, hein, donc voilà. Du coup voilà, j'ai deux kits, je vais faire deux kits en fait, et je vais voir comment je vais pouvoir les vendre, parce que je vais quand même récupérer un peu d'argent dessus, mais je ne vais pas non plus les vendre une fortune. Donc, mais c'est uniquement pour cette panne là. Et uniquement pour les gens qui sont sur ma chaîne, parce que voilà, j'estime qu'ils méritent ce petit coup de pouce de ma part. Quand je peux, je fais. Et voilà, qui me permet moi de retirer un peu de stock qui va sans doute pas me servir maintenant. Et pour info, alors c'est la première fois que je fais ça, mais je me retrouve à faire ça, j'ai gratté les références. Donc s'il y en a qui essayent, voilà, de choper, ils les verront pas parce que j'ai limé les refs dessus. J'ai jamais fait ça, mais moi je me suis dit que j'allais le faire là. Je l'ai fait aussi sur celle que j'ai réparée pour pas qu'il y ait quelqu'un qui aille la redémonter et chope les informations. Vu le prix de l'appareil, vu le coût de réparation qui est demandé par Vorvec, je vais me couvrir. Donc le kit que je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, donc il est composé de ces pièces là, à savoir donc les deux grosses diodes. Donc c'est en fait tout ce que j'ai changé moi. Les deux IGBT, j'ai acheté, alors tout ça c'est officiel, hein, ça vient pas de sources bizarres comme AliExpress ou eBay, hein, c'est que des vraies pièces de qualité. J'ai acheté un porte-fusible aussi de très bonne qualité avec un support amovible sur lequel en fait on glisse le fusible. Et voilà, donc c'est ça. Et puis, puisque j'aime bien faire les choses propres, j'ai carrément acheté des kits pour TO220 pour remonter, parce que comme vous avez vu, pour ceux qui ont vu la vidéo, ils sont sertis, les transistors, donc il a fallu dessertir. Et pour refaire propre, en fait, voilà, j'ai acheté des kits là. Pareil, pas des sources bizarres, mais c'est des trucs officiels. Et j'ai utilisé tout bêtement la visserie qui est là. Alors, pas la feuille de mica, on la voit. Oui, on la voit. La feuille, surtout pas l'utiliser, parce qu'en fait, l'objectif, c'est que le radiateur là entre en compte. Enfin, oui, ici, les LED là rentrent en contact avec le radiateur, puisqu'en fait, il y a le plus qui circule en fait sur le radiateur et qui est diffusé sur toute la partie de commande. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et puis
sous la vidéo, ou éventuellement pour ceux qui sont sur le forum EEVblog là. Donc ça c'est encore mieux parce que du coup ils peuvent m'envoyer carrément un message privé sur le forum directement. Donc voilà, ça termine la petite parenthèse que j'avais à faire pour ça. Et puis voilà, bon, je refais un petit ajout suite à quelques omissions. Donc je me suis rendu compte en revisionnant la vidéo que j'ai tournée, notamment sur la fonction ZLow, donc la basse impédance. Donc je vais vous rajouter le deuxième point en fait que j'ai oublié de parler durant la vidéo qui était très très longue et qui va être aussi, je pense, la vidéo la plus longue sur ma chaîne, qui contient quasiment que des longues vidéos déjà. Donc voilà, c'est le deuxième fonctionnalité que j'utilise. Donc la première, comme je vous disais, c'est la décharge des condensateurs d'alimentation à découpage, donc côté primaire, les condos de 400 volts qui sont donc chargés à 300 et des brouettes 330. Et la deuxième, en fait, c'est le test des piles, puisqu'en fait, les piles, elles ont un comportement à vide qui est différent du comportement en charge. Et notamment les piles type, voilà, celles-là, les piles rondes type 2016, 2032, 2025, enfin toutes ces séries-là. Et je vais vous montrer donc un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc multimètre en volt. Je vais profiter des fonctions d'auto-hold, puisque j'utilise en fait beaucoup de mon côté, même si je ne les utilise pas beaucoup dans les vidéos. Hop. Donc là, les ProbMaster qui n'ont pas le blanc, c'est le Brayman, et les blancs, donc c'est toujours mon Keysight, parce que ceux en fait ils sont appairés, enfin appairés, je les ai appairés à celui-là. Voilà, donc il a échantillonné 3,28. Voilà, donc on retrouve un peu en fait le petit écart où lui il affiche légèrement plus que lui. Donc là la pile en fait on est à vide. Donc ça veut dire que c'est son énergie comme ça qu'on la mesure avec une impédance de 10 mégaohms. Donc on considère que c'est à vide. Donc si on passe en fait en Z-Low ou en V-Low ou Z ici, et ben en fait on charge donc à 2 kOhm la source d'énergie donc qui est la pile. Donc on va voir du coup le changement. Donc là pratique de garder l'auto-hold ici parce qu'on se rappelle du coup qu'on avait 3,26 à vide. Donc je remets le moins sur le moins, le plus sur le plus, 2 kOhm aux bornes de celui-là. Je sais pas si l'auto-hold fonctionne. Ben, ça va être intéressant, mais on a vu la valeur. Voilà. Donc on voit tout de suite la différence. En fait, on dégringole en charge, donc ça explique pourquoi la télécommande elle commence à avoir un petit peu de mal à envoyer des signaux à l'ampli. C'est la télécommande, voilà, des SMSL. Et c'est des tests qu'on ne peut pas forcément faire de manière facile avec un multimètre en volts, à moins de mettre, voilà, on pourrait simuler par exemple, pour ceux qui n'auraient pas cette fonctionnalité là et qui voudraient le simuler pour tester des piles, bon voilà, on met par exemple 3,3 kg ou 2,2 kg, on va se mettre à 2,2 kg pour rester en synchro avec lui. Et puis je vais pincer par exemple voilà, la résistance en fait en parallèle du plus et de moins, et du coup bah, on a la charge en fait 2,2 kg. Donc là je fais le moins et le plus et on devrait avoir voilà, la même valeur, ce qui est normal. Voilà l'auto-hold. Voilà, ce qui est tout à fait normal puisqu'en fait on charge la ligne avec la même valeur de résistance. Donc du coup bah, la pile, vu qu'elle est un peu fatiguée, bah, elle descend au niveau du voltage. Et ces piles là, quand on descend en dessous de 3 volts, bon sur une télécommande ça passe encore, mais sur pas mal d'appareils ça marche plus très bien, notamment celles qui ont des appareils qui ont des ondes radio à émettre, par exemple les piles de voiture, les clés de voiture. Donc là bah, il faut les changer. Donc sachant que ces piles là à vide quand elles sont neuves elles font 3 volts 3. Voilà, donc ça c'était le deuxième point que j'ai omis de signaler alors que j'avais dit qu'il y avait les deux points. Et il y avait des petits trucs que je voulais rajouter aussi. Donc il y a certaines interrogations que j'ai vues passer interrogeant pourquoi en fait le Z-Low est souvent après le off. Donc c'est-à-dire là bah, côté gauche et là en dessous. Moi mon hypothèse, je pense que c'est ça,
c'est qu'en fait le Z-Low, comme il charge en fait la ligne ou la mesure qu'on effectue, en fait quand on tourne le sélecteur là, vu qu'il est lui à gauche, il ne va jamais charger en fait pendant la rotation. Si on est par exemple sur off et qu'on mesure n'importe quoi, voilà, je suis en train de mesurer un truc, et je n'avais pas encore démarré le multimètre, donc je le démarre pour mettre en volt. Si j'avais le Z-Low juste avant, en fait, on aurait déjà une consommation temporaire, le temps de franchir en fait le sélecteur. Donc c'est très bien en fait d'avoir le Z-Low à part, c'est-à-dire en dehors de toute la sélection qui est ici ou ici, donc pareil, et de l'avoir du coup vraiment en dehors du bouton off. Voilà pour enfin, mon hypothèse, mais je pense que ça doit être vraiment la raison. Ensuite, quelques petites précisions. Alors, bon, j'ai testé celui-là par rapport à celui-là tout au long de la vidéo, puisqu'en fait, pour moi, c'est la même gamme, à part les tarifs, hein, parce que là, on passe du simple au triple, sachant que moi, je l'ai acheté autour du Covid et qu'il était quasiment 2 fois moins cher que maintenant. Donc, je ne fais pas de pub pour celui-là ou l'autre, hein, c'est parce que c'était mon multimètre de référence jusque-là, et que celui-là, c'est vraiment le multimètre qui a, comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, toutes les fonctionnalités à peu près identique, sauf quelques bonus avec les menus, etc. Celui-là, j'ai déjà signalé, je crois, mais en fait, il m'appartient pas celui-là. C'est un prêt en fait que j'ai et que je rends quand la personne à qui il appartient en a besoin. Mais voilà, ça restera mon multimètre favori, mais pour moi, il est inaccessible tarifairement parlant. Mais en plus, Keysight a décidé d'arrêter celui-là, donc alors là, c'est une grande tristesse que j'ai, mais bon, voilà. Peut-être un jour j'aurai fini par économiser suffisamment pour me l'acheter, mais pour l'instant c'est pas possible. Voilà, donc le Brymen, vraiment top, je le recommande à tout le monde et je vais commencer, donc comme je le précisais dans la vidéo, à le recommander autour de moi, chez les amis chez qui je vais et qui me demandent des infos en informatique ou en électronique, parce que c'est toujours à moi qu'on me demande autour de moi. Voilà, donc j'espère que vous aurez encore une fois apprécié la très 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 longue vidéo que j'ai faite ici, avec toujours du contenu que j'essaye de... Enfin, j'essaye toujours de sortir un peu du lot des vidéos qu'on voit, entre certains qui sont un peu sponsorisés par des marques. Alors bon, pour celui-là, il n'y a pas trop de problème, mais pour des appareils un peu plus standards, moi c'est pas du tout mon cas, moi j'achète avec mes petits moyens ce que j'ai là. Et puis ce multimètre là, donc qui me faisait de l'œil depuis longtemps, mais en rouge, enfin le Brymen, on va dire pas l'édition EEV Blog, mais le normal. J'ai failli me le prendre, mais bon, c'est voilà les raisons que je vous ai évoquées dans la vidéo m'ont fait acheter la version spéciale de Dave. Et j'en suis vraiment content, même si je l'ai payé plus cher. Mais voilà, moi je vous recommande, hein, si vous cherchez un vrai multimètre super bien, je vous commande celui-là en rouge, hein, donc qui est vraiment le top. Voilà, et ben merci bien à tous de m'avoir suivi, et puis ben je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!